Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Louis. Bonjour Luc. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, et toi? Très bien, merci. Louis, je suis content de te voir aujourd'hui pour cet épisode dédié sur l'IA, l'intelligence artificielle. Un épisode qui promet d'être passionnant. C'est un terme qu'on entend beaucoup depuis quelques années déjà. Et les gens aiment toujours en entendre parler. Et c'est un peu ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre épisode. On va regarder un petit peu notre vision sur l'utilisation actuelle et future de l'IA, mais aussi l'impact ou l'effet que ça peut avoir sur la société. En plus, aujourd'hui, on a un invité, notre expert IA, Kassem Lounissi. Bonjour Kassem. Bonjour Louis, bonjour Luc. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci, et toi? Très bien. Je suis à Paris en ce moment, donc ça va, à part la météo qui est un peu grise, mais ça va. Ah, tu devrais venir ici à Montréal, Kassem, c'est super beau. Surtout qu'il y a pas mal de grands prix en ce moment, il y en a un à Montréal, donc ça va Ah, être intéressant à voir. tout à fait. Kassem, nous, on se connaît depuis plusieurs années déjà. Tout à On fait. a travaillé ensemble sur différents projets avec différents clients. Pour les gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui, j'aimerais ça que tu te présentes, s'il te plaît. Bien sûr, on se connaît d'un ancien monde qui était chez Oracle, où j'avais une expertise autour de l'intelligence artificielle déjà quand j'étais là-bas. Et aujourd'hui, je suis Global Head of AI et MLOps au sein de Sesters. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse des infrastructures très puissantes autour de la GPU notamment, en ajoutant aussi une partie soft avec de la data prep pour des compagnies native AI. Et à la fin, il y a le sujet inférence. Une fois qu'on a entraîné ces modèles, on va pouvoir pousser ces modèles-là en production, si je puis dire. Et je connais pas ta boîte Certers, donc c'est une boîte française? Tout à fait, c'est une boîte française qui a été créée à Marseille il y a de cela 4 ans. Et depuis 2 ans, elle a pris le tournant de l'intelligence artificielle avec des gros comptes qui font de la LLM avancée, que ce soit aux États-Unis ou en France ou encore en Asie ou au Moyen-Orient. Encore une fois, c'est un sujet très d'actualité, donc j'imagine que le boulot manque pas de ton côté. Tout à fait, je confirme. Écoute, Kassem, ça fait déjà quelques années qu'on se concentre sur l'IA, donc on essaie de voir comment l'IA peut résoudre des problèmes d'affaires, comment l'IA peut aider nos clients, les entreprises, avec leurs problématiques d'affaires, en fait. Donc, je pense que tout le monde a une certaine vision de l'IA, une vision qui peut être très large. Hein. Lorsqu'on parle de IA, on parle de plein de choses, de machine learning, de Gen AI. On connaît tous des trucs à la chat GPT. Ça peut être très large, mais sur l'utilisation actuelle de l'IA, même dans ton parcours chez Oracle, tu as eu à travailler, à discuter surtout avec des clients sur comment l'IA peut les accompagner. J'aimerais que tu partages avec nous un peu l'expérience que tu as acquise depuis plusieurs années. Bien sûr, mais j'ai peut-être déjà commencé par une toute petite introduction autour de l'IA. Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'il y a derrière ce concept-là? Donc, ça provient d'une histoire réelle. En fait, il y a eu une personne dans un village isolé qui est diabétique, qui commençait à perdre la vue faute de médecin. Donc, on connaît des zones blanches qu'on a en France. Une infirmière a pris son fond d'œil et l'a soumis à une application d'intelligence artificielle et en quelques secondes, le vertical est tombé. On s'est rendu compte qu'on avait une rétinopathie diabétique à un stade précoce. Le patient a pu être pris en charge et soigné à temps et on a pu sauver sa vue. On voit que dans des cas extrêmes, l'IA, en fait, elle peut vraiment nous aider et pousser des choses très très pertinentes. Donc c'est une anecdote qui est percutante et qui pose le décor. Mais en fait, l'IA est déjà parmi nous, parfois de façon presque invisible, et puis elle annonce justement des changements profonds dans notre futur. Si je parle de mon parcours,
J'ai eu beaucoup de cas qui étaient très intéressants en termes d'impact sociétal et d'enjeux éthiques. Dans le monde du travail, on a eu des automatisations qui ont été poussées par l'IA, donc qui va poser la question des suppressions ou transformations de nombreux emplois, donc avec toute la partie qui était déjà prise en charge par le monde de la RPA, par exemple, qui a été poussée vraiment un peu plus en phase avec l'accès à des bases de données très performantes comme ce qu'on avait chez Oracle, etc. Et en fait, l'idée, c'était de pousser des éléments par-dessus avec des machines plutôt intelligentes. Donc ça touchait aussi la partie hardware au-delà de la base de données. Et on avait des tâches qui étaient très poussées. Et en fait, ces services-là étaient aidés par le traitement des données massives et en temps réel. Et donc, l'intelligence artificielle apportait justement une vue à part entière qui est définie par une intelligence en tant que telle. C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable de traiter les AIM que les données traitent. Et ça pose aussi un autre type de problème qui est la capacité à soumettre et comprendre ce qu'il y a derrière une intelligence artificielle. Tu parlais du premier cas où on a utilisé l'IA donc dans la santé. Je connaissais pas cette histoire-là. Mais oui, c'est clair que ça a débuté avec une première expérience, hein, donc c'est bien de savoir un peu l'origine de tout ça. Est-ce que, selon toi, la santé peut être le domaine qui pourrait bénéficier le plus de tout ce qui est IA, machine learning et tout ça? Est-ce que c'est un domaine qui pourrait être très gagnant à utiliser l'IA? Bien sûr, je vais donner un autre exemple qui est très percutant également. On a soumis des millions d'images à de l'intelligence artificielle d'IRM de cerveau. Et en fait, on a soumis ça aussi à d'autres personnes, donc qui sont des radiologues. Donc, on avait l'humain versus la machine. Et ce qui s'est passé derrière, c'est que tout simplement, dans certains cas, l'intelligence artificielle décelait des tumeurs que le radiologue ne voyait pas, justement. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que déjà, on a un ésaïme des données derrière tout ça, donc qui peut pas être traité par les radiologues. Et les radiologues, en fait, ils ont un biais par rapport à leurs connaissances. Donc, s'ils n'ont pas vu des cas atypiques que l'IA peut comprendre et peut voir et écarter ou mettre en exergue, on va pouvoir avoir des atypiques qui n'apparaissent pas aux yeux du radiologue et qu'on va pouvoir voir par le traitement massif de données. Donc, on voit bien que dans cet usage-là, on est capable déjà d'avoir deux visions, soit l'une où l'intelligence artificielle va nous donner justement sa conclusion directement, soit aider le radiologue en lui disant ici il y a peut-être quelque chose de différent par rapport à une corrélation qu'on a vue sur un nombre d'images données. Ça veut dire qu'on peut faire bénéficier d'une expertise à beaucoup plus de gens. Exactement. On entraîne et finalement on se rend compte que tu te retrouves à fournir une expertise d'un expert qui va lui valider un certain nombre de cas comme ça et le soumettre à l'intelligence artificielle et qui derrière ça sera disponible à plusieurs centres partout dans le monde qui bénéficieront de cette expertise alors que sinon c'est impossible. Tout à fait. Et ça permet justement à des pays qui sont en cours de développement d'avoir des informations outre-Atlantique, par exemple, pour certains cas, ou des médecins européens auxquels ils ne pourraient pas avoir de rendez-vous ou se déplacer. C'est de pouvoir consolider toutes ces connaissances-là avec l'historique, aussi arriver avec un modèle qui est très puissant. Imaginons prendre l'expertise de tous les oncologues à travers le monde avec leur année d'expérience et tu mets ça à profit pour l'analyse des prochains cas. C'est incroyable la force que tu peux ressortir de ces modèles-là. On parle beaucoup de la santé, puis on a tous le même contexte au niveau de la santé et des maladies, même ici au Canada ou en France, ou peu importe les pays. Donc, tout le monde va bénéficier de ce que l'IA amène dans le domaine de la santé. Et on va tous, à quelque part, profiter de ça. On parle beaucoup de l'industrie aussi, donc que ce soit logistique ou des lignes de production. Je pense que aussi l'IA amène aujourd'hui déjà une valeur ajoutée, donc être plus efficace, meilleure qualité. Dans ce domaine-là, l'IA amène déjà aujourd'hui des bienfaits, je pense. Dans les usines modernes, on va parler de l'industrie 4.0 et voir l'industrie 5.0 qui va pas tarder à arriver, je pense, avec la robotique très avancée. J'ai eu l'occasion de rencontrer le créateur des robots pour Elon Musk, qui travaille chez Hugging Face maintenant. Et on a eu cette discussion justement dans l'industrie. L'industrie 4.0, c'est quoi en quelques mots? On va avoir tout ce qui est capteur, des logiciels intelligents qui vont surveiller en temps réel chaque machine, chaque scène de montage. On va pousser ce qu'on appelle un concept en IA, la maintenance prédictive. Ça va permettre d'anticiper la panne d'un moteur ou d'un robot avant qu'elle n'arrive. Et il y a une étude qui a été faite par McKinsey. Par rapport à ces systèmes prédictifs, on va pouvoir réduire les coûts de maintenance jusqu'à 30% et les temps d'arrêt de 50%. On va avoir vraiment un gain énorme en productivité. Et on peut aussi imaginer une usine, par exemple, automobile, où les robots de production, ils s'arrêtent presque jamais, parce que l'IA, en fait, a planifié le remplacement d'une pièce avant qu'elle ne se casse. Ça va permettre d'avoir un flux tendu très précis par rapport à la réalité terrain de ces usages-là, par exemple, dans l'automobile.
et récupérer ces informations-là, les traiter, les inclure dans la logistique de ces algorithmes-là, et on va pouvoir optimiser à la fois les itinéraires de livraison, on va s'adapter au trafic, à la météo. C'est déjà des choses qu'on pousse dans les entrepôts d'Amazon, où des centaines de robots autonomes sont guidés par l'IA pour accélérer le traitement de commandes. L'IA, elle est quand même devenue le cerveau numérique de nos usines et de nos services. Pour faire un petit parallèle, j'ai fait une petite présentation l'autre jour. On a abordé le sujet du edge computing et c'est être capable de transporter le traitement IA très près de l'équipement, donc du edge, pour être capable de pouvoir accélérer la prise de décision. Tu sais, tu parlais d'une machine qui a un comportement anormal avec le edge computing et l'IA qui est tout près de la machine va permettre de simplement l'arrêter pour éviter un arrêt de service. Donc, tu vois, c'est des concepts qui se regroupent un petit peu là, le edge et l'IA dans le contexte de l'industrie. On parlait de l'industrie 4.0 et 5.0, donc ce domaine-là va beaucoup évoluer. L'IA à travers l'industrie va beaucoup évoluer dans les prochaines années. Tout à fait, il y a deux clés en fait pour ces sujets-là d'industrie 4.0. Il y a la proximité de la donnée, donc qui va être très proche pour être traitée rapidement, proche du temps réel. Et le deuxième sujet, c'est aussi la qualité de la donnée sur laquelle on peut faire confiance. Donc il y a la véracité qui est très importante, mais qui dit véracité, dit confiance en la donnée, en son cheminement et la traçabilité qu'il y a derrière également. Si je fais un petit parallèle aussi avec des trucs qu'on a fait, nous, avec des clients, en utilisant aussi les services Oracle, on utilise déjà les services de machine learning à l'intérieur de la BD autonome Oracle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pouvoir rendre efficace le traitement de factures. On a fait quelques projets justement de reconnaissance et de traitement de factures automatisées. Tout le monde connaît des gens qui font de la saisie de données. Bon, on parle de factures ici, mais ça peut être n'importe quel type de document. C'est un petit cas très simple, mais qui permet de démontrer la force de l'IA pour rendre efficace un certain traitement, qu'au-delà de l'efficacité, c'est de aussi améliorer, donc réduire les erreurs qu'il peut y avoir. Donc, tu vois, c'est un processus qui est énormément amélioré par l'IA. Donc, souvent, ce qu'on aime faire aussi, c'est de prendre des petits cas d'usage comme ça et de démontrer comment l'IA peut faciliter ce processus-là ou améliorer. Tu connais la plateforme Apex. Donc, rapidement, avec Apex et les services IA d'Oracle, on peut démontrer comment l'IA peut être bénéfique. Puis, tu parlais de la qualité de la donnée. C'est hyper important de pouvoir se baser sur des données qui sont propres parce que tu vas faire de la prédiction sur l'historique. Donc, pour avoir une qualité dans ta prédiction, tu veux avoir des données qui sont propres. Donc, ça nous permettait de pouvoir prédire qui serait intéressé à pouvoir faire l'achat de tel produit. C'est des systèmes qui sont déjà disponibles avec soit la BD autonome ou les services. Surtout qu'on trouve ça sur deux éléments. On le trouve à la fois sur la base de données en tant que telle, où il y a déjà la partie hardware qui va être traitée avec un soft qui va être dessus, notamment sur l'auto-patching, etc. Donc, qui va déjà corriger un certain nombre d'erreurs. Et comme tu le citais bien, Luc, il y a aussi l'aspect, à partir de cette base de données-là, on va pouvoir répondre à des use cases bien particuliers parce que les deux mondes communiquent justement. Ouais. Ce que tu disais, c'était vrai tout à l'heure, c'était tu vas le traiter au plus près de la donnée. Et qu'est-ce qu'il y a de plus près de la donnée que de faire finalement calculer des algorithmes de machine learning sur les données qui sont déjà dans ta base de données? Tout à fait. J'étais hier au Cloud World Tour à Paris et ils ont annoncé une nouveauté qui devrait arriver dans les prochaines versions de l'Autonomous DB. C'est la possibilité de provisionner des GPU en même temps que tu provisionnes ta BD autonome. Et tu seras capable de décharger une partie des calculs de machine learning sur ces GPU. J'étais assez bluffé par l'annonce parce qu'en termes de fonctionnement, ça a l'air assez attrayant à première vue. Tout à fait, surtout qu'il faut être en capacité de se comprendre ce qui va être déchargé par la base de données et ce qui va être de droit par rapport à l'algorithme qui est forcément que sur des GPU. Donc il y a vraiment une notion de compréhension de ces workloads-là qui est très importante où l'IA intervient justement. Donc, on a parlé un peu de aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait autour de l'IA, du machine learning. On a aussi abordé dans le futur. Quel autre domaine, selon toi, pourrait bénéficier beaucoup de l'IA? Je vais reprendre l'exemple que j'ai donné sur les industries. On va pouvoir mixer ça à l'écologie. C'est-à-dire que les machines, elles n'ont pas besoin de lumière pour travailler 24 heures sur 24. Donc on va pouvoir réduire, par exemple, un aspect écologique derrière. Donc ça va être très important également sur comment on est capable d'optimiser les trafics automobiles avec tout ce qui est flotte de véhicules qui vont être entièrement autonomes. En fait, on va pouvoir avoir moins de délai pour réceptionner des colis parce que les camions vont pouvoir naviguer la nuit sans le chauffeur pendant qu'il dort. En fait, tout cela, c'est ce qui est dès aujourd'hui dans des projets pilotes. Il y a aussi le sujet des usines du futur, en grande partie sans intervention humaine directe. Donc vraiment toutes ces parties-là, en fait, où on a
une grande autonomie en termes d'IA et ne pas avoir d'autonomie ou presque ou peu d'autonomie vers l'humain. Je pense que ce qui va permettre une orchestration de la production ou de l'automatisation ou la sécurisation. Donc je pense que on va juste être là pour superviser, peut-être avoir un regard critique sur la conception et intervenir selon les cas qui ne sont pas standards. Je ne sais pas si de votre côté de l'Atlantique, c'est un sujet, mais nous ici, on entend beaucoup aussi comment l'IA pourrait rendre efficace tout ce qui est agriculture, comment Tout on à fait. pourrait permettre d'avoir une agriculture qui est efficace, parce qu'on le sait, hein, on a besoin de plus en plus de produits de la terre. Tu parlais de voitures autonomes. Si je fais un retour sur le edge computing, l'exemple est que si un jour j'ai une voiture autonome, le edge computing permet justement de prendre des décisions rapides parce que le traitement se fait à la source de la donnée. Ça me rassurait de savoir que la voiture pourrait arrêter rapidement s'il y a un pépin qui arrive. Je pense qu'on voit déjà que c'est intéressant aujourd'hui et dans le futur. Donc c'est le côté avantage, mais de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi un côté qui peut amener un certain impact ou des enjeux sur nous. C'est quelque chose qu'on entend fréquemment, hein. Et là, on l'a vu, on a eu des grosses annonces sur des projets de grandes infrastructures d'intelligence artificielle, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, mais ce qu'on entend assez fréquemment, et c'est vrai que c'est une interrogation réelle et légitime, c'est est-ce que finalement cette avancée de l'intelligence artificielle va pas remplacer certains métiers, va pas enlever du travail à certaines personnes? Est-ce que c'est une vision que tu partages ou est-ce que c'est comme n'importe quelle autre révolution industrielle? C'est souvent ce qu'on entend aussi, hein, et que finalement les précédentes n'ont pas spécialement supprimé d'emplois ou en tout cas les ont remplacés. C'est sûr que comme chaque révolution technologique ou chaque révolution globale, ça va s'accompagner de changements profonds dans la société. Et malheureusement ou heureusement, l'IA ne fait pas exception. On va avoir des promesses dont on a parlé juste avant précédemment, et maintenant on a aussi des inquiétudes qui sont légitimes. Il faut se poser la question, quel impact on va avoir sur le travail par l'IA, sur les inégalités et également sur la vie privée. Donc il y a deux sujets qui sont très importants à prendre en compte, l'impact sociétal et les enjeux éthiques. Par exemple, si on prend le monde du travail, l'automatisation qui est très poussée par l'IA, en fait, elle va sans doute supprimer ou transformer de nouveaux emplois. Tout ce qui est tâches chronophages, répétitives, prévisibles, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles, elles vont pouvoir être de plus en plus réalisées par des machines intelligentes ou de l'intelligence artificielle. Dans l'industrie, tout ce qui est emploi d'ouvriers, ça va rejoindre le travail en chaîne qui est déjà en partie automatisé. Il y a certaines entreprises comme Amazon qui utilisent déjà des robots dans tout son circuit de supply chain entièrement. Dans le service, avec les chatbots, ils répondent beaucoup aux clients, d'autant plus avec les nouveaux agents qui sont capables de faire plusieurs choses à la fois et de compiler beaucoup de données, aller chercher des informations même sur des softs et des vues. Si on suit l'histoire, ça nous enseigne que chaque grande innovation, que ce soit l'électricité, informatique ou autre, détruit des emplois en créant des nouveaux. On peut dire que oui, d'une certaine manière, une catégorie de personnes va y toucher, mais il va falloir s'adapter avec des nouveaux emplois qui vont apparaître justement. Ça va transformer le monde du travail actuel et ça va transformer certains métiers. Hier, il y avait pas mal d'interventions sur l'utilisation notamment des intelligences artificielles génératives et il y a des cas d'usage qui revenaient et souvent, j'ai trouvé ça agréable d'entendre que actuellement, c'était pensé pour plus augmenter les emplois actuels et les possibilités, mais il y avait des exemples du type quand tu procèdes à des évaluations annuelles, tu dois remplir et faire des commentaires et finalement, c'est plus intéressant pour des personnes de passer plus de temps à discuter ensemble et comprendre les problématiques et puis après de taper quelques mots-clés et d'avoir un commentaire qui est généré et que tu peux corriger derrière. Et c'est vrai que ces cas-là, je trouvais ça plutôt sain et plutôt encourageant comme usage. Bien sûr, ça différencie l'aspect qualitatif du quantitatif qui est géré par l'IA justement et qui fait pas la différence. Et qui n'est pas une valeur ajoutée. Quand tu écris un commentaire pour faire une évaluation annuelle, la plus-value, c'est pas de passer du temps à écrire ce commentaire-là, mais c'est plutôt à écouter les différents points, comprendre exactement quelles sont les problématiques et les retranscrire. Ça, finalement, n'importe quelle intelligence artificielle générative le fera aussi bien que toi. Maintenant, en termes d'emploi, il y a eu des annonces fortes quand même, que ce soit donc, outre-Atlantique et en Europe. Je sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus, mais en termes d'emploi, ça risque d'en créer quand même. C'est tout un écosystème d'IA qui va forcément à terme avoir besoin de gens, avoir besoin de spécialistes, avoir besoin de data centers. Il faudra des gens qui travaillent dedans. Bien sûr. Pour prendre cet exemple-là, nous, on a fait une annonce sur 52 milliards d'investissements sur les 109 qui sont faits par la France à la suite de l'AI Summit. Et justement, pour cette année, on va pousser 800 nouveaux emplois, justement, que des métiers orientés de l'intelligence artificielle, que ce soit des personnes dans des data centers ou des personnes qui vont pouvoir pousser du code sur les infrastructures ou créer des pipelines autour de ces infras-là.
Donc on voit qu'il y a d'autres types de métiers, et même les formations dans l'éducation, parce que je donne des cours aussi en parallèle dans certaines écoles d'ingé, elles sont complètement orientées vers ces sujets-là. L'intelligence artificielle apparaît vraiment directement dans le bac plus 1. Les cursus évoluent très très rapidement et vraiment en fait on comprend que cette révolution-là prend le bon chemin sur les nouveaux métiers qui vont apparaître, que ce soit dans le marketing, etc. On va plutôt prendre plus de temps sur de la créativité et des tâches chronophages vont être de manière automatisée par l'IA. Excellent. Bah, vie aux générations futures, a priori, commencez à vous former. J'écoutais l'autre jour aux informations, il y avait des enseignants qui disaient ça, notamment au lycée, où ils disaient qu'ils étaient obligés de s'adapter, qu'ils finalement ils utilisaient maintenant les IA génératives pour avoir plus de travail à fournir, parce qu'en fait, ce qu'ils demandaient à un étudiant il y a quelques années et que font maintenant les étudiants avec l'aide de ces IA, si on leur donne juste ça, ils en ont pour 10 minutes, un quart d'heure et c'est terminé. Donc en fait, tout le monde est obligé de s'adapter. C'est une vraie transformation de la société. J'ai été voir il y a quelques semaines, je dirais, le cursus de mon université, donc le cours que j'ai suivi à l'université à l'époque. Et ce qu'ils offrent aujourd'hui, les cursus se sont adaptés parce que les étudiants aujourd'hui veulent en savoir davantage. Et pour rigoler un petit peu, je m'imaginais mon prof de COBOL à l'époque. Comment il pourrait donner un cours d'IA ou de machine learning et tu vois, ça fitait pas. Oui, je pense que les gens doivent s'adapter, autant les profs. Donc ça ouvre la porte à tellement de profils, de nouveaux profils qui j'espère intéressent beaucoup de gens parce que sincèrement, moi, c'est un domaine qui m'intéresse et j'espère que la nouvelle génération va aussi être intéressée à embarquer à fond là-dedans parce qu'il y a tellement de perspectives qui sont hyper intéressantes. Tu parlais des gens qui font les revues de performance. On avait eu des discussions avec un client qui était sensiblement la même chose, mais pour les médecins. Au lieu de prendre le temps d'écrire leur prescription ou quoi que ce soit, ben ils vont écouter le patient, comprendre et l'IA générative pouvoir remplir les papiers nécessaires. Ça, je pense que c'est un côté hyper intéressant, que l'humain va pouvoir se concentrer sur l'humain et utiliser le Gen AI pour pouvoir générer du contenu. Il y a plein de belles choses. J'y avais pas pensé, mais j'ai l'autre jour un client qui m'a demandé de regarder pour faire une migration d'une partie de code qui était sur une base SQL Server vers Oracle. Bien entendu, on est d'accord que les syntaxes sont pas compatibles, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, les IA génératives, n'importe quel modèle qui est un tant soit peu spécialisé dans la génération de code fait ça de manière assez brillante et t'évite des heures de revue. Alors oui, tu vas revoir le code et vérifier que la requête s'exécute correctement et remonte les mêmes résultats, mais globalement, t'as pas à faire ce travail-là qui est un travail long, fastidieux, inintéressant. C'est pas quelque chose qui est enrichissant pour un développeur de faire ça. Dans la même lignée, peut-être pour aller pour la step de dessus, on a des agents autonomes HPC chez nous, donc en fait qui fonctionnent comme un expert HPC et des systèmes administrateurs mais orientés supercluster. Et en fait, on a un agent IA qui est entièrement automatisé, qui va résoudre de manière instantanée les problèmes d'infrastructure sans aucun délai humain. Et en fait, l'agent va détecter proactivement les anomalies avec de la supervision et de l'hypervision. Et il va proposer les bonnes configurations système optimisées basées sur la base de données interne et les connaissances des playbooks qu'on aura mis à disposition par ces ingénieurs-là qui va régler les problèmes en temps réel et c'est quelque chose qui plaît vraiment. En fait, il va détecter les anomalies, il va lancer instantanément des actions correctives, la reconfiguration du matériel et il va ajuster les charges de travail. Et par exemple, c'est du upscaling ou des choses comme ça à avoir derrière. Et donc, ça permet d'avoir du temps libre pour ces ingénieurs-là pour des choses beaucoup plus complexes et aller en finesse que de prendre du temps sur des tâches répétitives sans valeur ajoutée comme ce que tu citais avec le SQL Server. C'est excellent. Des tâches qui finalement n'ont pas de valeur ajoutée, bien sûr que si, sont pas forcément des tâches très enrichissantes pour les personnes qui le font à l'heure actuelle et donc ils pourraient se concentrer sur d'autres choses, pouvoir aller de l'avant, se former sur des nouvelles innovations, faire avancer des nouvelles choses plutôt que sur des tâches basiques et répétitives. Et t'imagines le temps de perte pour aller chercher une information qu'on connaissait pas forcément, si on peut l'automatiser ou permettre à une IA de faire ça. Ah ouais, c'est clair. Maintenant, il y a un autre sujet qui est assez intéressant quand on parle d'IA, c'est tout ce qui est éthique et gouvernance. On a entendu parler de tous ces modèles qui avaient un petit peu siphonné toutes les données. Il y a aussi une question de où est-ce que sont mes données, où est-ce que sont entraînés mes modèles. Je sais qu'il y a pas mal de discussions là-dessus entre des acteurs européens et des acteurs nord-américains. Je pense que tout le monde comprend pas bien ce que ça veut dire d'entraîner et d'avoir ces données à un endroit, mais c'est une vraie problématique, non, à l'heure actuelle.
Tout à fait, c'est une très bonne question. L'intelligence artificielle, elle se nourrit beaucoup de données et les données qu'elle préfère le plus, c'est les données à caractère personnel. Ça permet d'être au plus précis et au plus fin par rapport à nous ou à un usage donné. Donc le tout, c'est de réfléchir à certaines normes qui vont être derrière. Je ne sais pas si ça vous parle le RGPD, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est quelque chose de très important et qui a été mis en place à l'échelle européenne. Et en fait, le RGPD est là pour la protection des données. Le futur AI Act va viser en fait à encadrer les usages de l'IA les plus sensibles. Donc en fait, on va avoir des solutions techniques, légales pour tirer parti de l'IA. Donc si je donne un exemple, ça va être là pour améliorer la sécurité dans une ville, donc sans basculer dans la surveillance généralisée. Et en fait, c'est vraiment voir la limite qu'on va avoir entre la sécurité publique et la liberté individuelle, où est-ce qu'on met le curseur derrière, notamment avec la facilité de récolter ces données-là avec le edge computing. Donc, pour éviter d'envoyer toutes ces données-là sur des serveurs distants. Et en fait, tout le défi derrière, c'est de réussir à faire cohabiter l'efficacité de l'IA avec le respect de nos droits fondamentaux. Ça nécessite une vigilance de tous les instants de la part de la société civile comme des autorités. Et en fait, par exemple, si on est une entreprise, enfin, si on est l'État français, eh bien, maximiser le fait de travailler avec des CSP français et ne pas forcément faire confiance à des Américains directement parce qu'on sait que la donnée peut transiter. Donc, pour les données les plus critiques, rester avec des acteurs du pays qui sont capables de respecter des normes comme Seclim Cloud ou HDS. Ce qui veut dire que finalement, c'est pas l'IA qui est en soi gourmande en termes de data et qui a envie de connaître un peu plus sur nous, c'est plutôt les sociétés et les entreprises qui sont derrière qui ont un respect ou non de ces réglementations. En partie, et aussi l'accès à ces données-là, comment elles sont récoltées, les deux communiquent justement. Mais en fait, il faut savoir où mettre la limite à la fois sur la récolte de données, comment on l'utilise et sous quelles normes. Et je pense que la partie la plus importante également, c'est travailler de manière éthique. Donc, on doit être capable d'auditer ces données-là, être capable d'auditer également ces algorithmes-là pour comprendre ce qui se passe derrière et ne pas avoir des boîtes noires. Le problème des algos d'aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas capable de comprendre vraiment tous les raisonnements qui ont été faits, tellement qu'il y en a et c'est sur un ésaïme de données, etc. Donc, aller chercher tous ces composantes-là prend du temps qu'on n'a pas spécialement. Il faudrait beaucoup d'années, voire des milliers d'années pour certains algos. Donc le tout, c'est être capable d'auditer ça et de comprendre ce qu'il y a derrière et pouvoir justement mettre un curseur et une limite derrière qui va s'appliquer à la fois sur la donnée et sur l'algorithme en tant que tel. Et j'imagine qu'il y a aussi une grosse différence entre des modèles qui sont open source et accessibles et des domaines qui sont fermés. On parle de, par exemple, Mistral qui publie une partie de ses modèles en open source et que tout un chacun peut télécharger et exécuter. Et on parle de OpenAI, par exemple, c'est des modèles qui sont fermés et il n'y a pas de données là-dessus, on n'a pas de vision. Non, non, il n'y a pas de vision du tout. C'est très très opaque. Même l'API, quand on l'utilise pour d'autres choses, là, il y a plein de choses qui sont fermées quand on essaie d'aller récolter des choses pour peut-être fine-tuner ou changer des choses. Il suffit juste de demander, juste après, je vous invite à le faire, à demander qu'est-ce que tu sais de moi à OpenAI et on verra ce qui ressort. Ouais, c'est assez précis, ça va se baser sur tous les prompts, même ceux qui étaient temporaires. Et donc on se rend compte que la donnée est quand même bien à gérer, bien gardée au chaud et qui est retransmissible quand on la demande. Intéressant. Il y a un autre terme qu'on entend souvent et qui revient de manière assez répétitive, c'est le terme de biais. Parce que effectivement, dans ces modèles-là, quand on n'a pas de vision justement du modèle et que c'est plutôt un modèle fermé, on ne sait pas vraiment et il y a un biais qui peut être dedans. ChatGPT, par exemple, il a beaucoup de mal à dire du mal de quelque chose. C'est un biais qu'on peut sentir tout de suite. C'est quand on lui demande un petit peu d'être sarcastique ou de critiquer quelque chose, il a beaucoup de mal à formuler une vraie critique et repart quand même plus sur un aspect positif. Donc, qu'est-ce que c'est en vrai le biais? Le biais, il est multiple, je pense. En fait, elle va toujours chercher à avoir un aspect positif. Et en fait, le biais, c'est aussi ce qu'on va lui insuffler en entrée. C'est-à-dire qu'on va l'orienter de base. Donc, si on utilise par exemple des autres intelligences artificielles, on n'aura pas forcément ce biais-là qui va apparaître ou un autre qui va arriver justement. Donc, le tout, c'est vraiment de voir comment c'est insufflé. Il y a un autre biais aussi qui est intéressant, c'est celui du fait que l'intelligence artificielle cherche à répondre à tout prix, même quand il n'y a pas de réponse. Donc on voit qu'il y a d'autres biais qui apparaissent et justement celui-ci, il est assez compliqué à résorber parce que c'est vraiment en fait la nature même qui est poussée par OpenAI typiquement sur sa capacité de réponse et vu que c'est opaque et fermé, on va pas pouvoir changer cette métrique-là. Alors que sur un outil comme Mistral, on va pouvoir justement toucher cette corde sensible qui est intéressante notamment pour nous Français. Il y a quelque chose qui revient souvent nous dans des problématiques qu'on a, c'est de limiter en fait ce biais de répondre systématiquement et de limiter un petit peu l'hallucination. Et il y a quelque chose qu'on nous demande assez fréquemment, c'est de faire du RAG, hein, c'est ça, Luc?
Tu sais, tu parlais, Kassem, de la qualité de la donnée. Je pense qu'avec un RAG, tu peux contrôler cette qualité-là et tu peux permettre d'avoir une plus grande certitude sur les données. Et donc, côté Oracle, oui, bon, je pense que d'autres vendeurs aussi, mais c'est un sujet qui est de plus en plus important et même maintenant, c'est complètement intégré à Apex. Donc, on peut, à partir de Apex et de la BD autonome, on peut mettre en place une application qui utilise son propre RAG facilement et rapidement. C'est un sujet qui intéresse énormément les clients parce que ça permet de pouvoir avoir une certaine qualité de données et avoir des résultats qui minimisent le biais. Pour nous, c'est un sujet qui est très porteur. Justement, Oracle l'adresse d'une manière, je pense, très intéressante. Vraiment. Avec leur BD autonome, avec leur service IA, et maintenant complètement intégré à Apex. Je sais pas, Louis, si tu as eu la chance de t'amuser un petit peu à partir de la plateforme Apex pour te monter rapidement une petite application qui utilise le RAG. C'est rendu de plus en plus simple et facile à utiliser. Ouais, j'ai déjà eu un usage sur la base de données Autonomous. Donc, j'ai stocké des documents PDF, JSON, etc., enfin, de manière non structurée, structurée. J'ai demandé à des outils comme Oracle Text et Oracle Machine Learning de mémoire si on peut exécuter des requêtes avancées pour aller chercher les informations les plus pertinentes, donc avant de les envoyer au modèle de génération. Et après, avec tout ce qui était Oracle AI Services, on va utiliser les informations récupérées que j'ai rentrées en input et les nouvelles qui ont été cherchées en externe. Et j'ai poussé ça justement à une base de données pour pousser à la fois de la data science et des agents pour répondre au mieux à un usage métier qui était pour une mutuelle. Excellent. Et moi, ce que j'apprécie là-dedans, c'est que quand tu poses une question et que tu utilises un système RAG, c'est que tu as les sources, en fait. Et à un moment, tu es capable de consulter les sources. Et c'est vrai que ChatGPT, c'est intéressant. Tu poses la question, tu as une réponse. Mais moi, c'est un peu ce qui me manquait dans les recherches Internet, où à un moment, c'est aussi à toi, en tant qu'humain, d'aller vérifier l'information, de recouper et de recroiser les sources pour comprendre et te faire aussi une idée. Je trouve qu'avec le RAG, tu as un peu le meilleur des deux mondes. Tu as une réponse un petit peu pré-mâchée. Mais derrière, si tu veux aller plus loin et comprendre, tu peux aller regarder les sources sur lesquelles s'appuie cette réponse et donc te faire ta propre opinion et ta propre formulation. Louis, je suis curieux. Tu disais que hier, tu étais à l'Open World Tour à Paris. Il y a une autre utilisation de l'IA qui est de plus en plus populaire, qu'on entend énormément parler, c'est l'IA sur les applications ERP, donc Fusion ou EBS. Donc j'ai l'impression que ça a été un sujet qui était très populaire hier. C'est un sujet qui est revenu de manière assez fréquente. Oracle, ils ont bien embrassé l'IA, hein, donc effectivement, ils fournissent des services, etc. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils fournissent ce qu'ils appellent des agents IA et des fonctionnalités d'IA générative directement dans toute la suite ERP Cloud. Et ça, ils le fournissent en même temps que n'importe quelle souscription. Donc ça veut dire que c'est des choses que tu peux activer finalement en quelques clics dans ton environnement et donc tu as accès à des fonctionnalités d'IA générative directement. Ça, c'est une première chose sur toute la partie ERP Cloud, donc Fusion, etc. Et il y a aussi toute la partie, on va dire, plus ancienne en termes de ERP Oracle, où on a tout ce qui est IBS. Et là-dessus, c'est pareil, il y a quand même des choses qui avancent, où on est capable d'aller faire de la recherche en langage naturel et donc de requêter des données. Je travaille un petit peu là-dessus en ce moment, mais il y a une approche qui a été intéressante, c'est que effectivement, on fait sortir la requête naturelle pour récupérer finalement une requête et générer une requête SQL à partir de métadonnées. Mais les données qui sont dans l'ERP ne sortent jamais de la base de l'ERP. Et je trouve que c'est une approche qui est intéressante parce que finalement, on amène un petit peu d'intelligence artificielle par l'extérieur parce que tu peux pas avoir cette génération, cette transformation de langage naturel en SQL sur une base on-premise. Mais par contre, tu le fais, mais de manière intelligente en faisant pas sortir des données critiques de ton ERP à l'extérieur. Ça revient à l'idée de justement amener l'IA à la source, à la base et à l'intérieur de la BD Oracle. Donc il n'y a pas de biais parce qu'on est à l'intérieur de notre contexte financier. Ça répond à un besoin d'efficacité aussi parce que tu traites à la base et ça répond à un besoin de sécurité aussi à quelque part. Fait que je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante de pouvoir faire ça soit du côté Fusion ou du côté EBS. Les gens qui sont toujours EBS on-prem, il y en a beaucoup. C'est pas évident de faire une conversion vers Fusion, mais les gens qui sont EBS on-prem peuvent déjà profiter aussi du GenAI, de l'IA à l'intérieur de leur système financier. Au début, tu disais ça, Kassem, mais on s'est tous un petit peu rendu compte que l'IA existait avec ChatGPT. Quand c'est sorti au niveau grand public, finalement, c'est des algorithmes et des choses qui existent depuis un moment, mais l'augmentation des puissances de calcul et la facilité de mettre en œuvre ces entraînements ont permis de sortir des outils comme ça.
Mais qu'est-ce qui arrive derrière? C'est quoi le futur, les choses qu'on n'a pas encore à notre portée? Est-ce qu'on arrive vraiment à une intelligence artificielle généralisée? Pour moi, oui, le prochain niveau, on va avoir ce que tu cites, ce qu'on appelle le AGI pour Artificial General Intelligence. Ça va être la capacité à comprendre le monde et à transformer ses connaissances entre domaines, donc la transversalité, qui n'existe pas forcément aujourd'hui à ce niveau-là. Et ensuite, le sujet qui va arriver juste après, c'est ce qu'on appelle le Quantum AI. C'est avoir des puissances de calcul des ordinateurs classiques en décuplé. Ça va permettre de résoudre des problèmes actuellement inaccessibles. On va pouvoir être capable de traiter des milliards de variables simultanément. C'est utilisé justement dans la chimie, dans tout ce qui est médicaments, dans les matériaux, etc. Et ça va permettre de contrer le fait qu'on est en train de perdre son pétrole aujourd'hui. Pourquoi pas d'autres énergies qu'on va pouvoir utiliser avec des métriques auxquelles on ne pense pas forcément aujourd'hui. Et en fait, ça va nous dessiner en fait toute l'étude complète à partir de cette entrée-là qui est le pétrole va disparaître, comment on fait demain par rapport à ces caractéristiques-là. Donc il y a ces éléments-là. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le meilleur des deux mondes pour moi, qui est ce qu'on appelle l'IA neurosymbolique. On va fusionner à la fois le deep learning et la logique symbolique, donc avec des moteurs de règles. Donc c'est où on va demander à l'humain en fait de donner des décisions ou donner sa connaissance sur l'aspect qui l'incombe le mieux, donc l'aspect humain. Et c'est ce qui va permettre justement de mieux raisonner humainement et pas forcément que logiquement, donc en incluant l'aspect sentiment dedans. Donc je dirais que c'est ces trois volets-là, une IA généralisée avec la transversalité, le quantum AI et l'IA neurosymbolique. Ok, c'est super intéressant. C'est des choses dont j'avais jamais entendu parler. J'ai beaucoup de recherches à faire et de formations à faire. Écoute, puis moi, je suis content d'entendre ça parce que je pense qu'une des craintes de la majorité des gens, c'est que justement le côté humain soit complètement mis de côté. Et là, ce que j'entends, et c'est nouveau pour moi aussi, là, mais je pense que ça me réconforte en disant que l'humain va toujours faire partie à quelque part de ces solutions-là, là. Et je pense que c'est hyper intéressant et j'ai vraiment hâte de voir la suite. En fin de compte, l'intelligence artificielle, ça nous renvoie à notre propre intelligence humaine, que ça soit être à notre ingéniosité, à notre capacité à collaborer pour innover ou aller réguler nos inventions. Donc ça va dépendre de nous qu'elles deviennent un nouvel éclairage plutôt qu'une ombre portée. Et en fait, ce qu'il faut se dire derrière, c'est qu'on doit rester quand même fidèle à nos valeurs fondamentales derrière tout ça. Même si on cherche à développer d'autres choses, le tout, c'est de rester fidèle à l'aspect sentiment et l'humanité qui nous est propre et ne pas forcément dire que l'intelligence artificielle sera capable d'avoir des sentiments ou une certaine humanité. Il faudrait plutôt la considérer comme une intelligence à part entière du fait qu'elle travaille sur une quantité de données qu'on n'est pas capable de traiter. Donc on a des informations qu'elle est capable de générer qu'on ne serait pas capable d'avoir si elle n'était pas là justement. Sur ces belles paroles, Louis. Eh ben écoute, je pense qu'on peut peut-être conclure cet épisode, ces belles paroles pleines de sagesse. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a parlé d'intelligence artificielle, mais on a aussi beaucoup parlé d'humain. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'humain est au cœur de toutes les problématiques et des cas d'usage qui sont finalement adressés par l'intelligence artificielle et pas l'inverse. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt encourageant pour le futur. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner au podcast, à nous suivre, à laisser des commentaires, nous contacter. On sera ravis d'avoir de vos nouvelles. Luc, je te laisse dire un mot sur le prochain épisode. Oui, merci Louis. Donc, encore une fois, ça a été un sujet hyper intéressant et le prochain le sera aussi également. On va revenir un petit peu sur notre usage à nous que l'on fait de Oracle Cloud. Donc, comme on l'a déjà dit dans nos épisodes précédents, on utilise le Cloud Oracle à profusion sur nos projets. Et là, on veut parler de notre expérience sur des migrations sur OCI, donc bien entendu les avantages, mais aussi quelques inconvénients, quelques situations qu'on a rencontrées dans ces projets de migration. Donc, ça va être le sujet de notre prochain épisode, mon cher ami. Je voudrais remercier premièrement Kassem. Merci beaucoup de t'être joint à nous aujourd'hui. J'espère que tu as eu autant de plaisir que nous. Ça a été une discussion, un échange hyper intéressant. Donc, merci beaucoup à toi pour ton temps. Merci à vous, c'était cool, très cool. Merci beaucoup, Kassem. Merci lui aussi. On se dit à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup. Merci Kassem. Merci à tous.